Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Et bonjour à tous ceux qui sont aussi en visio et qui pourront aussi poser leurs questions sous forme de chat. Et vous aussi, je vous propose de noter toutes vos questions, qu'on aura un temps de questions par la suite. Donc je me présente Yves-Marie Baudet, nouveau président du CNPO depuis le mois de juin 2022, producteur d'œufs dans les Côtes d'Armor, tout à côté de Lamballe, donc avec des œufs issus de poules élevées en cage aménagée, des poules plein air et aussi un atelier de production biologique en œufs de consommation. Voilà, donc moi je suis président du CNPO, je représente la famille des éleveurs au sein de ce CNPO. Et donc aujourd'hui nous serons plusieurs à intervenir, mais notamment le vice-président Loïc Colombel, ici présent. Nous aurons aussi Maxime Chaumet, secrétaire général du CNPO, donc je pense que maintenant c'est une tête que vous connaissez tout à fait bien. Hein, depuis quelques années, c'est lui qui anime notre interprofession. Nous aurons aussi différentes interventions, notamment de Muriel Aublet-Cuvelier et de Caroline Garalati pour l'association des enfants cuisine. Nous aurons une intervention de Jonathan Charlois, qui est vice-président d'Eurotalk Jeunes. Nous aurons aussi un chef TikToker qui va intervenir, alors plus par vidéo, parce qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Hein, donc on remercie déjà Armand de sa collaboration. Et Franck Chartron, le délégué général de Périferme. Donc ça aussi, c'est un partenariat qu'on est en train de mettre en place sur une action de gaspillage alimentaire avec Périfem. Voilà un petit peu les intervenants que vous aurez aujourd'hui au cours de cette conférence de presse qu'on organise traditionnellement au mois d'octobre à l'occasion de la journée mondiale de l'œuf. Alors au programme, deux thèmes forts hein, autour de nos œufs de France. Donc pour vous expliquer, pour vous redire que vous pouvez compter sur une filière solide et responsable au service d'un produit résolument d'actualité dans ces temps un petit peu difficiles pour tous nos consommateurs, nos citoyens. C'est un produit sur lequel vous pouvez compter. Et on fera aussi un focus sur la journée mondiale de l'œuf, donc mobilisation générale autour d'un produit anti-crise où on vous détaillera notamment les actions que le CNPO peut mettre en place. Donc voilà, comme je le disais, une filière solide et responsable au service d'un produit résolument de qualité. Donc je vais vous faire un petit point de données de production dans un premier temps. Après, on aura des données sur le marché et après des données sur les actions de communication qu'on sera amené à faire. Donc l'œuf, vraiment un aliment anti-crise qu'on peut aussi trouver dans tous nos magasins, dans tous nos réseaux de distribution. C'est aussi un aliment qu'on peut multiplier dans de nombreuses recettes. Et puis, la protéine la moins chère du marché, ça, on se doit de le répéter sans arrêt. Chiffre important dans nos données de production, plus de 1500 milliards d'œufs produits dans le monde en 2021. Alors, plus de 1500 milliards d'œufs. Vous noterez sur l'écran aussi que 30% des œufs mondiaux sont produits par la Chine. L'Europe, 7,5% de la production. En 2021, la production mondiale représente près de 90 millions de tonnes en équivalent œufs coquilles, plus 0,9% par rapport à 2020. Sur 2022, on a une réduction inédite de la production mondiale. Vous en entendez parler de façon très régulière. Les problèmes sanitaires, et notamment l'influenza aviaire, qui a touché plus de 100 millions de pondeuses, près de 100 millions de poules pondeuses dans le monde depuis un an. Ce qui fait qu'on a une prévision de production mondiale à moins 0,3%, et notamment des gros pays producteurs comme les États-Unis à moins 0,4%, et en Europe, sur l'année 2022, on risque d'être à moins 3% de production sur cette année 2022. Donc voilà les quelques éléments. Ça n'empêche que sur 2021, la France est leader en Europe en termes de production, avec ses 15% de part de production faits par les 15,7 milliards d'œufs produits. On est sur une progression de 3,7% en termes de production par rapport à 2020. Donc ce sont des belles progressions. Donc vous voyez à côté de cela nos partenaires européens comme l'Allemagne à 14%, l'Espagne à 14% aussi, l'Italie 12%, les Pays-Bas 10%, la Pologne 11%, et donc les autres pays de l'Union européenne qui représentent 24% de la production. Alors, qui dit production dit aussi évolution au fil du temps, au fil de la demande de nos consommateurs. Et
depuis quelques années, on se donnait des rendez-vous sur l'évolution de la production en France. Et notamment en 2016, nous avions affiché un objectif de 50% de poules en élevage alternatif en 2022, dans les plans de filière qui avaient été écrits. Nous étions en 2017 à 36,7% de poules en mode alternatif. Et c'est un objectif qu'on a très largement dépassé, puisque dès 2019, nous avons atteint cet objectif avec 3 ans d'avance, avec 53% de poules hors cage. Aujourd'hui, fin 2021, nous sommes à 67% de poules élevées en mode alternatif. Donc, il en reste quand même 33% élevées en cage aménagée. Mais ces 67% là, à fin 2021, montrent un mouvement très important dans la production française et la confiance qu'on peut faire aussi dans les producteurs d'œufs français pour s'adapter au marché, pour s'adapter à la demande du citoyen, qui ne correspond pas toujours à celle du consommateur, mais la demande du citoyen, on essaye d'y correspondre du mieux possible. Ce n'est pas simple à l'échelle de la production de revoir des schémas qui sont lancés pour des années et des années en termes d'investissement, mais les éleveurs et leurs organisations de producteurs ou de production essayent de faire le nécessaire pour que la production d'œufs française reste leader en Europe et notamment puisse correspondre à toutes les demandes du citoyen pour assurer cette autonomie en œufs sur le territoire français. Alors, un mode d'élevage qui gagne en France, ce sont les élevages en sol. Ces élevages en sol ont gagné 15% d'effectifs en moyenne par an depuis 2013. Donc c'est ce mode de production, je dirais, c'est ce mode de production qui a tendance à suppléer le plus la transformation des poules élevées en cage aménagée, donc le code 3, et donc à aller vers des poules élevées au sol, donc dit code 2 aussi, que vous retrouvez sur les codes sur les œufs. On est à plus 11% pour les systèmes biologiques, toujours en effectif en moyenne par an depuis 2013, plus 9% pour le plein air hors label rouge, plus 4% pour le label rouge, et par contre, eh bien, le pendant de ça, c'est moins 9% pour des poules élevées en cage aménagée. Donc ce pourcentage peut paraître un peu plus faible, mais on part d'effectifs beaucoup plus grands. Donc c'est pour ça qu'on parle en... Et aujourd'hui, vous le voyez sur la répartition des modes d'élevage de poules pondeuses en France en 2021, on retrouve toujours nos près de 33% de poules élevées en cage aménagée, mais le sol aujourd'hui représente 20,6%, le plein air 24,4%, le label rouge 6,4% et le biologique 15,7% de la production d'œufs. Donc c'est un mouvement qui est engagé et qui va continuer à se développer, même si aujourd'hui, on peut noter un ralentissement dans ces transformations-là par rapport à l'augmentation du coût des matières premières, et notamment le métal et le plastique et tout ce qui en dérive. Voilà quelques données de production. Moi maintenant, je vais donner la parole à Loïc Colombel qui va se présenter lui-même. Bonjour à tous. Bonjour également aux personnes en visio. Donc Loïc Colombel, je suis président du SNIPO et vice-président du CNPO. Donc moi je vais vous parler un petit peu de l'évolution du marché. On a donc vécu 2 années en 2020-2021 très spécifiques liées à la situation Covid. On retrouve une marche un peu plus normale de notre marché. On est en termes de consommation d'œufs à 218 œufs par an et par habitant dans la moyenne européenne, mais loin derrière un pays comme le Mexique par exemple qui est à 355. Moi je milite pour un œuf par jour et la forme toujours, donc ça ferait 365, ce serait bien. Si on arrive un jour à ce nombre-là, on aura accompli une belle mission. La répartition de cette consommation, elle est sur 3 circuits qui sont identifiés. Donc la partie donc ovoproduits pour la restauration hors domicile et l'industrie qui représente 35%. La partie principale, 44%, qui sont les achats des ménages, soit en circuit spécialisé, soit en grande distribution. On a 21% d'œufs qui vont sur le secteur de la RHD, mais il faut voir qu'ici, ça représente à peu près 95% du marché, parce qu'on a à peu près 5% du marché qui est en autoconsommation ou, on va dire, en vente entre voisins, on va dire, ou don entre voisins. C'est ce que l'on estime.
On est sur un produit n'importe comment qui est un produit phare dans la consommation des Français, qui est très largement consommé au quotidien. 96% des ménages achètent des œufs. Hein, donc on a un taux de pénétration extrêmement élevé et qui est renforcé par notre politique de la mise en place du logo œuf de France qui a été mis en place en 2018, qui donne une garantie de qualité aux consommateurs. Hein. Donc le œuf de France, c'est une origine française du poussin jusqu'à l'œuf, même je mettrais plus que de la poule à l'œuf. Des poussins nés en France, élevés en France, des poules et de l'alimentation qui provient de cahiers des charges spécifiques, des œufs pondus en France. Donc on a le lancement de l'œuf de France, du logo œuf de France, s'est fait en 2018, d'abord sur les boîtes d'œufs. Aujourd'hui, 70% des œufs vendus en distribution portent ce logo. Et depuis 2020, depuis mi-2020, on a déployé également le logo sur la partie RHD et ovoproduits pour l'industrie. Et aujourd'hui, c'est 28% en 2021 de produits qui ont été vendus avec ce logo œuf de France. Donc on commence à avoir également donc le déploiement de ce logo sur des produits manufacturés et pas mal en restauration hors domicile. L'œuf de France, il répond aux attentes des Français, hein, parce que donc on a fait un sondage CSA donc en 2021 sur lequel 89% des Français avaient un point d'ancrage sur l'origine française, qui pour eux était un facteur très important dans leur choix, et également une influence positive pour 78% des Français sur les œufs en boîte, et 81% des Français qui sont prêts à passer sur un acte d'achat si on a le logo sur un produit manufacturé. La croissance des achats à domicile, donc elle reprend un peu son rythme après une année 2020 et 2021, donc rythmée par le Covid avec des bouleversements dans les habitudes de consommation des Français, la consommation hors domicile qui était tombée à néant, une consommation GMS qui avait bondi. Donc on fait, nous, aujourd'hui, des comparatifs entre 2021 et 2019 pour avoir des années, on va dire, qui se comparent en termes de type de marché. On a repris donc en 2022 un rythme de croissance pré-Covid. Hein, si on compare janvier-août 2022 par rapport à janvier-août 2019, on est à plus de 2,7% d'achats en volume, donc ce qui est très bien parce qu'on n'a pas une augmentation de la population de 2,7%. Et si on regarde après par segment, donc on a une très forte augmentation, comme l'a dit Yves-Marie tout à l'heure, qu'on retrouvait cette augmentation au niveau de l'élevage de la poule au sol. On a une très forte augmentation des ventes d'œufs de poule au sol en distribution, puisqu'on est à plus 187%, plus 19% pour le plein air, hors label rouge, donc qui est toujours très soutenu, et plus 4% pour le bio. Donc ces ventes d'œufs poules au sol qui poursuivent donc leur envolée. Hein, aujourd'hui, donc 3/4 des magasins, les œufs alternatifs représentent 75% des œufs vendus en grande distribution en magasin. Hein, donc si on reprend dans le détail, la cage aménagée représente 25,3% des ventes, le sol 17,6%. Le plein air, 30%, qui est le produit phare. Le label rouge, 6,5%. Et le bio représente 20,8% des ventes en GMS sur les 7 premiers mois de 2022. Donc on a donc cette évolution très forte, comme on l'a dit tout à l'heure, du sol. On est à plus de 17% sur les 7 premiers mois de l'année. On était à plus 13,9% en 2021 et plus 7,3% en 2019. Il y a eu également, donc il faut savoir que le sol a suppléé dans beaucoup de marques distributeurs l'œuf en cage qui était à marque distributeur. Et on a fait une enquête en 2022 en interrogeant les Français sur leur position par rapport à l'élevage au sol. Et 84% des Français donc, soutiennent l'élevage au sol en alternative à l'élevage en cage aménagée. Et estime qu'on a besoin, 71% estiment qu'on a besoin de cet assortiment en œuf au sol pour compléter l'offre bio et plein air. Donc l'œuf
produit anti-crise, comme ça a été dit tout à l'heure par Yves-Marie. On a refait une enquête CSA en mai 2022, c'est bien ça, où 66% des interrogés considèrent que l'œuf est une solution anti-crise. 86% des Français reconnaissent les qualités alimentaires de l'œuf, hein, une alimentation saine et équilibrée. La qualité nutritionnelle avant tout. 88% savent que les œufs sont très riches en vitamines et en oligo-éléments. Donc c'est un facteur, une alimentation saine et à un prix qui reste très abordable en cette période de crise. Il y a vraiment un engouement pour l'œuf au niveau de la population française, de nos concitoyens. Pour eux, à 91% d'entre eux, c'est un élément incontournable de l'alimentation. On a un très bon rapport qualité-prix. On a la protéine la moins chère du marché pour 84% des consommateurs. Et 71% d'entre eux affirment que c'est une très bonne alternative économique en termes de consommation de protéines animales. Et tout ça fait en sorte qu'on est vraiment sur un produit anti-crise pour les 2/3 des Français. On a un rapport qualité nutritionnelle et produit sain, facile à utiliser, facile à incorporer dans les repas, qui est vraiment un produit anti-crise. Et on le sent dans les ventes, on voit que nos ventes sont quand même soutenues malgré le climat assez morose de la consommation. On reste sur des volumes maintenus en termes de chiffres de vente par rapport à d'autres protéines animales. Je vais repasser la parole à Yves-Marie qui va nous parler donc des éléments un peu moins roses, qui sont les éléments de coût et la situation économique que l'on vit actuellement. Merci Loïc. Merci Loïc pour cette brillante présentation. Plein de chiffres, très étayés. Alors voilà, on a aussi quelques sujets d'actualité qu'on souhaitait partager avec vous, notamment deux majeurs. Donc le premier, sur la hausse de tous les coûts de production sur l'aliment. C'est le premier sujet, l'aliment, donc depuis, je dirais, 18 mois maintenant. On assiste à une flambée sur le prix des matières premières, blé, maïs, orge et autres. Et ce qui représente sur notre œuf une augmentation du prix de revient de plus de 25% par rapport à 2020. Et encore plus fort sur 2022, puisqu'on est à plus 76% par rapport à la même période de 2020. Plus 76% d'augmentation du prix d'aliments. À titre, une tonne d'aliments que moi j'achetais 250 € en fin 2020, aujourd'hui je l'achète 400 € la tonne aujourd'hui. Vous voyez un peu les progressions qu'on a pu avoir sur l'augmentation des coûts alimentaires. Donc c'est quelque chose auquel la grande distribution est régulièrement sollicitée pour des révisions de tarifs parce qu'on ne peut pas supporter, nous producteurs, de tels mouvements de hausse. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est peut-être sur un plateau en termes de matières premières au niveau des céréales, un plateau, ou plutôt j'appellerais ça un plafond. Ce qui n'empêche que l'aliment va continuer à monter un petit peu, puisque les coûts de fabrication d'aliments, eux, par contre, vont bouger par rapport à un autre facteur qui est l'énergie, puisque beaucoup d'usines tournent avec de l'électricité ou du gaz. Donc, on vous parle de l'augmentation du prix des matières premières. On a aussi des augmentations sur les emballages, sur les coûts de transport, sur la main-d'œuvre et aussi sur l'énergie. Donc là, ce sont des hausses de coûts qui concernent aussi bien l'échelon production que l'échelon transformation ou conditionnement d'œufs. L'énergie, on a mis quelques chiffres ici allant jusqu'au 12 août 2021, mais on s'attend au pire pour la fin de l'année et le début d'année prochaine. On envisage des coûts d'électricité x3 et des coûts de gaz x10. Donc c'est énorme pour des élevages ou pour des industriels qui sont présents au sein du SNIPO dans l'interprofession. Donc vous voyez ces évolutions de chiffres, c'est des choses que vous voyez partout un petit peu, mais l'échelon production et l'échelon transformation va être très confronté à cela.
Et on craint même, peut-être, on peut arriver à des arrêts de chaîne dans certains cas, si ces coûts-là sont trop importants. Donc là, on essaye, par rapport à certaines hausses de coûts, certaines hausses de charges, d'organiser notre production. Il se trouve que la production d'œufs est la production la mieux organisée, la mieux contractualisée, et ça date du début des années 1980. Il y avait une grave crise dans l'œuf début 80, où on a eu beaucoup de producteurs déposer le bilan, partir en faillite, et donc la contractualisation s'était installée, une contractualisation qui permettait de rassurer le producteur et de rassurer aussi le financier, c'est-à-dire que son œuf était acheté avec une indexation sur le coût de l'aliment, ce qui est toujours valable aujourd'hui. Donc beaucoup de producteurs sont aujourd'hui, que ce soit sur de l'œuf bio, de l'œuf plein air, de l'œuf sol ou de l'œuf en cage aménagée, aujourd'hui beaucoup de producteurs, pour tout ou partie, parce que pas sur la totalité, mais peuvent avoir cette compensation par rapport à l'augmentation du prix de l'aliment. Par contre, sur les restes des hausses, il n'y a rien du tout. Donc on travaille que sur... On a déjà une base de contractualisation qui est très forte, rien que sur l'aliment, qui représente environ 65% du coût de production de l'œuf. Alors, il y a un travail qui est poursuivi au sein de l'interprofession entre les opérateurs pour que les évolutions se répercutent de l'amont à l'aval en conformité avec les deux lois Egalim. C'est dans ce but-là aussi qu'on a une réflexion qui est en cours sur la prise en compte des coûts de production annexes, que sont la construction des poulaillers, le transport, l'énergie, l'emballage. Tout ça, c'est l'interprofession fin d'année dernière qui a produit des indices qui ont été mis qui sont possiblement utilisables dans les relations commerciales entre nos producteurs, les industries et aussi le circuit de distribution, quel qu'il soit GMS ou industriel agroalimentaire ou ARHD. Voilà un peu ce qu'on peut faire, nous, sur la filière, pour essayer de la prise en compte de toutes ces variations qu'on n'a jamais connues. On avait de l'aliment qui, par exemple, qui pouvait varier de 250 à 300 € tonnes. Mais passer à 400, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. De l'électricité x3, du gaz x10, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc on ne pouvait pas anticiper dans tous nos schémas de contractualisation. Donc on est aussi pris de court, mais on aura aussi besoin, sans doute, à un moment donné, d'aide sur ces coûts d'énergie ou autres, hein, pour éviter de telles variations. Voilà, c'est des sujets qu'on pourra aborder. C'est des sujets qu'on pourra aborder dans vos questions tout à l'heure, si vous voulez la noter. Et puis on reviendra, Loïc et moi, on reviendra sur ces sujets-là. Le deuxième sujet d'actualité, c'est cette influenza aviaire, avec une filière très 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 mobilisée pour la prévention. Hein, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a quelques cas sporadiques de grippe aviaire, essentiellement sur l'ouest de la France, mais sur la moitié nord, on va dire. La filière œuf appelle à la plus grande vigilance. Je peux vous dire que sur le terrain, tout le monde est en alerte maximale. On est sur des schémas qu'on a connus dans le Covid. Hein, c'est tester, isoler, voilà. Donc on a des campagnes de tests qui sont très très importantes. On a une mise à l'abri qui se fait sur beaucoup de départements de l'ouest de la France. On a une surveillance renforcée, comme je vous disais, des autocontrôles qui se font de façon très volontaire. Et qui est généralisé maintenant. Oui. Avec le changement de statut que le ministre a décidé fin de semaine dernière. Mais ce que la filière demande, c'est le respect de bonnes pratiques et de biosécurité, et notamment dans les basses-cours. On est capable de gérer l'essentiel de la production française, on est capable de la gérer, de faire passer des messages de sensibilisation. Par contre, on a beaucoup de basses-cours. En poules pondeuses, on a beaucoup de basses-cours, des particuliers autres qui peuvent avoir quelques poules ou quelques dizaines de poules, ou là, qui sont quasiment connus nulle part. Et là, on a un peu plus de soucis sur la mise à l'abri, sur la détection, parce que ce qui est important pour nous, c'est détecter, isoler. Et là, on n'a pas cet outil-là. Alors, c'est l'autorité du maire qui doit travailler ce genre de choses à l'échelle de sa commune, mais c'est souvent des sujets qui ne sont pas pris en considération comme il le faudrait au niveau des mairies. Donc voilà, c'est cette chose-là qui nous fait craindre un petit peu, mais voilà, on sensibilise, on demande, on écrit à l'association des maires de France pour qu'il y ait des points faits dans les bulletins municipaux et autres. Bon, c'est des choses qui se mettent en place, mais
c'est très 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 important parce que là on a eu des premières contaminations au mois d'août, on n'est pas rendu au printemps prochain et il faut absolument qu'on ne reconnaisse pas ce qui s'est passé au printemps dernier sur la Vendée. Donc on est très très vigilant, on a des vétérinaires et autres qui sont sur le feu tous les jours. Voilà un petit peu sur ces deux premiers sujets d'actualité, donc les coûts de production, l'influenza aviaire. Et le deuxième sujet d'actualité qui est très très important à l'heure où on se parle, c'est la fin de l'élimination des poussins mâles, un enjeu sociétal prioritaire pour la filière. Donc Julien de Normandie a signé un texte en cours d'année 2022 pour rendre obligatoire la fin de l'élimination des poussins mâles au 1er janvier 2023. La filière sera prête au 1er janvier 2023 pour l'entrée en vigueur de la réglementation française. Des investissements conséquents ont été effectués dans les couvoirs. Là aussi, il faut le reconnaître, l'État a apporté son soutien dans le cadre du plan de relance. Les équipements sont en cours de finalisation, et notamment la technique, puisqu'il faut savoir qu'on est sur une technique naissante. La France et l'Allemagne sont les deux seuls pays à mettre ces techniques-là en place pour aller vers la fin de l'élimination des poussins mâles. La France et l'Allemagne uniquement, sur une Europe à 27. C'est déjà remarquable. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'étaient intéressées au sujet de l'ovosexage sous la forme, quelque forme qu'il soit. Donc, il faut quand même voir que ça a un coût annuel majeur pour la filière évalué à 50 millions d'euros, 1 million par semaine. Cette fin d'élimination des poussins mâles, c'est 1 million d'euros par semaine. Cette mise en place est soutenue par la grande distribution. On tient à le noter aussi. Ici, vous avez un représentant, M. Darteil, qui est là, qui est représentant d'un des syndicats de la grande distribution, qui pourra aussi répondre à vos questions tout à l'heure. Mais c'est une première, on va dire, une demande du citoyen qui est relayée par la grande distribution pour quelque part eh bien, que ce coût de 50 millions d'euros soit pris en charge, tout ou partiellement, par le consommateur. C'est une demande du citoyen, que le consommateur l'assume, c'est une logique et on tient à saluer cet engagement-là. Par contre, la grande distribution le soutient, mais il faut aussi qu'on aille chercher dans les autres maillons qui vendent des œufs. Donc notamment la restauration en domicile et l'agroalimentaire. Donc voilà, notre objectif des prochains mois, ça va être d'élargir l'assiette, on va dire, des cotisants et d'aller convaincre la restauration en domicile agroalimentaire de nous aider à financer ce coût de 50 millions d'euros. Et puis les pouvoirs publics, parce qu'on est quand même en réponse à une décision volontariste de la France à laquelle on a pleinement adhéré dès le départ. La fin de l'élimination des poussins mâles, c'est un sujet qu'on avait, nous, dans l'interprofession, sous notre axe bien-être animal, identifié depuis très longtemps, mais il fallait trouver les techniques qui n'existaient pas, et puis cette facture-là aussi, où il fallait trouver une solution pour la prise en compte. Donc les pouvoirs publics, aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours et qui devront aussi nous aider sur ce point-là. Une harmonisation réglementaire européenne indispensable. Je vous l'ai dit tout de suite, seules l'Allemagne et la France ont pris cet engagement-là. Alors, entre nous, l'Allemagne, ils ont fermé un tiers de leur couvoir, et puis ils importent 30% de leurs poussins, et puis ils exportent aussi. Donc ils ont trouvé des techniques, je dirais, un petit peu alternatives pour ne pas avoir cette facture-là. Nous, en France, on n'a pas cette solution-là. Il faut aussi savoir qu'on a un maillon sélection très très fort en France, dont on peut se vanter aussi, puisqu'on est exportateur de génétique. Et donc on est autosuffisant en poussins, et on doit supporter la totalité de la facture. Mais sauf que nous demandons au pouvoir public d'aller demander à l'Union européenne un élargissement de l'interdiction de l'élimination systématique des poussins mâles. Un élargissement. Alors l'Italie a pris une orientation, je dis bien une orientation, à horizon 2026. Je n'ai pas de doute dans les Italiens. Quand ils prennent une orientation, ils s'y tiennent. Mais voilà, il faut 2026, c'est quand même 3 ans après nous. Et les autres pays, on n'en entend pas parler. Donc il faut qu'on soit sur des normes égales avec les autres pays membres de l'Union européenne pour notamment réduire ces distorsions de concurrence. Juste un chiffre, un poussin
Un poussin, quand on achète un poussin, c'est, allez, je vais dire aux environs de 85 centimes d'euros le poussin. L'ovosexage, rien que le coût de l'ovosexage, donc rien que le coût de la fin de l'élimination du poussin mâle, c'est 1,10 €. C'est plus que le prix du poussin. Donc c'est de là qu'on arrive aux 50 millions d'euros. C'est pour vous dire la distorsion de concurrence en perspective entre des œufs français et des œufs autour dont le poussin n'aura pas été ovosexé. Ou des œufs dont les poussins mâles continueront d'être traités comme ils étaient traités jusqu'à aujourd'hui en France. Voilà, sur ces sujets d'actualité, je vais donc maintenant céder la place à Maxime Chaumet, notre secrétaire général, qui va vous faire un tour exhaustif de tout ce qui est fait dans l'interprofession pour faire de l'œuf un produit anti-crise. Merci Yves-Marie. Donc, effectivement, on a parlé du marché et de la production. Et comme 2 fois par an, on vous réunit, c'est pour parler de cette filière, mais c'est aussi pour parler de l'actualité de communication et des opérations qu'on met en place au niveau de l'interprofession. Et tous les ans, on vous réunit en octobre, une semaine avant la Journée mondiale de l'œuf, qui cette année est la 26e édition de cette opération, qui est organisée, c'est une initiative de notre organisation internationale, et qui va mettre en avant l'œuf partout sur la planète, et notamment ces fameux 1500 milliards d'œufs qui ont été produits l'année dernière, et donc des animations qui sont en place dans l'ensemble des pays partenaires. Et donc je vais vous présenter un petit peu la déclinaison qu'on va faire en France avec, comme l'ont bien dit Yves-Marie et Loïc, notre sujet d'actualité quand même. C'est parce que l'objectif, c'est quand même de faire de l'œuf un produit d'actualité. Il l'est déjà au niveau des consommateurs, mais le produit anti-crise. Et donc pour répondre à ça, il y a plusieurs éléments. D'une part, toucher les populations qui sont d'une part les plus défavorisés, mais également les jeunes, qui sont les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Et donc, différents canaux pour les toucher. Et également, je parlerai de notre engagement plus long terme aussi, qui va dans la continuité de l'anti-gaspi. Donc, différentes voies pour toucher tous ces consommateurs, tous ces citoyens, depuis le food truck qu'on va vous présenter jusqu'à notre lancement sur TikTok. Je pense qu'on est une des premières filières alimentaires à nous engager sur TikTok. L'objectif, c'est quand même de sensibiliser, comme je vous le disais, les jeunes au manger bon, au manger sain et au manger abordable. Et tout ça, c'est permis par le produit anti-crise qu'est l'œuf. La première opération qu'on va lancer, c'est une opération sur Facebook. C'est depuis 2020, effectivement, on avait des opérations auparavant, pendant la Journée mondiale de l'œuf, des opérations physiques, entre guillemets. Puis en 2020, un petit peu en last minute, il a fallu qu'on se réinvente sur cette Journée mondiale de l'œuf et puis passer, bien sûr, à des opérations digitales. Donc, depuis 3 ans, on a des opérations sur nos réseaux sociaux. La première opération pour cette année, ça va être notre course d'arcade sur Facebook avec toujours notre mascotte Marcocotte, notre petite poule qui a perdu 7 œufs et qu'il va falloir l'accompagner donc au cours de cette semaine à retrouver ces 7 œufs. Je vous invite à aller sur notre site Facebook. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 25 000 abonnés, je crois. Donc, on pense toucher encore pas mal de jeunes pour, d'une part, jouer, avec forcément bien sûr des gagnants et donc des jeux à la clé, mais aussi pour apprendre, parce que l'objectif c'est bien sûr de jouer, de gagner, mais aussi d'expliquer justement le goût, la traçabilité, la qualité, enfin tous les enjeux et les qualités intrinsèques de l'œuf. Donc je vais vous présenter juste vite fait un petit teaser pour vous montrer l'opération et qui va être lancée à partir de vendredi, donc J-7 avant la journée mondiale. Donc voilà, je vous invite tous à participer à ce jeu. C'est l'opération qui va être lancée. Il y a déjà eu des petites notifications sur Facebook. On a reçu déjà les appels à mobilisation sur cette opération. En plus, sur les réseaux sociaux et également sur le terrain, diverses opérations pour être au plus près des jeunes. Des ateliers pour les écoliers au bord du camion cuisine, donc avec l'association Les Enfants Cuisine. Donc je laisserai parler les représentants après pour expliquer un petit peu cette opération.
Des recettes faciles, pas chères sur TikTok avec notre chef Armand qui va nous faire une petite vidéo après de présentation. Recettes faciles, pas chères, et puis je dis toujours aussi saines, parce que l'objectif c'est quand même aussi d'apprendre aux jeunes générations à consommer bon et gourmand, mais aussi quand même relativement sain, ce qui est permis par l'œuf. Des trucs et astuces, alors aussi dans cet engagement d'anti-gaspi aussi, d'avoir des bonnes pratiques pour revaloriser l'œuf aussi sous d'autres manières. Donc il y a plein d'astuces à nous inculquer. Et enfin, et toujours en partenariat avec le réseau Eurotoc et Eurotoc Jeunes en particulier, des masterclass qui seront organisées dans les lycées hôteliers pour toucher également les jeunes chefs. Les jeunes chefs vers qui on va aussi se tourner avec notre trophée de France, comme tous les 2 ans. Cette année, le thème tournera autour de l'entrée, donc dur, mollet, poché, l'œuf fait son entrée, avec une ouverture des candidatures dès maintenant et des retraits des dossiers d'inscription jusqu'au 1er décembre. Et donc, on vous donnera rendez-vous, alors la date n'est pas encore calée, mais à notre conférence de presse du printemps 2023 pour remettre le prix aux jeunes qui aura la recette la plus inventive, créative, gourmande, enfin, selon tous les critères de notre cahier des charges. Et donc maintenant, je vais laisser la parole justement à Muriel et Caroline pour l'association Les Enfants Cuisine pour montrer l'opération qui va être mise en place à partir de vendredi prochain. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Caroline Garlati, responsable communication pour l'association Les Enfants Cuisine. Merci beaucoup au CNPO d'avoir permis ce partenariat et de nous inviter aujourd'hui. L'association Les Enfants Cuisine a été créée il y a 10 ans par Olivier Chaput, chef de cuisine, qui, partant du constat qu'un enfant sur 3 ne reconnaissait pas ce qu'il mange et que la transmission au sein des familles n'était plus faite de la même manière, qu'il était nécessaire de remettre de l'importance sur l'éducation à l'alimentation. Donc depuis 11 ans maintenant, nous sensibilisons les enfants de 2 à 20 ans à une alimentation saine, équilibrée et durable au travers de la cuisine et du coup en leur transmettant le plaisir de cuisiner et de manger. Depuis cette année, au sortir de la crise plus exactement, on a lancé un nouveau projet qui est donc ce food truck, qui est un camion cuisine. Partant du constat toujours que suite à la crise, les familles ont dû revoir leur budget pour bien consommer et que le budget alimentaire a donc été réduit. Donc il était nécessaire pour nous d'aller à leur rencontre et de leur montrer qu'il est possible de bien manger, de manger bon, de manger sain avec un petit budget. Donc nous avons monté le camion cuisine de l'association et nous allons à la rencontre pour le moment en Ile-de-France. Et c'est dans ce cadre-là du coup que nous avons monté ce partenariat. Et donc pour la journée du 14 octobre, nous mettons en place des ateliers que je laisse Muriel présenter. Bonjour à tous, Muriel Oblé-Cuvelier, je suis chef pâtissière et ambassadrice Les Enfants Cuisine. Donc effectivement, on a monté des ateliers. Donc depuis des années, on fait des ateliers dans les écoles, dans les crèches également. Et depuis pas longtemps, on a le camion cuisine, notre nouveau laboratoire ambulant. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut vraiment aller à la rencontre des enfants partout. On n'a plus de limites. Le 14 octobre, on s'associe donc à la Journée mondiale de l'œuf pour faire des ateliers avec les enfants autour de l'œuf. Moi, je connais très bien ce produit puisque je suis chef pâtissière. Donc pour moi, c'est à la fois un support, à la fois un terrain de jeu immense. Et c'est vrai que dans l'anti-gaspillage et en termes de coût, voilà, c'est quand même un ingrédient très intéressant. Et donc le 14 octobre, ce sera Olivier Chaput, le président de l'association, qui va faire un atelier avec les enfants et avec Armand aussi, je crois. Voilà. Et donc, il y aura aussi plein d'autres ateliers partout en France. On est 120 chefs dans l'association, avec tous des univers différents, des expériences différentes qu'on mutualise ensemble pour créer des recettes pour les enfants abordables, saines et surtout, n'oublie pas, gourmandes, parce qu'effectivement, les enfants n'ont pas toujours accès à la cuisine. Les parents ne cuisinent pas toujours et surtout, ils ne savent pas forcément, par exemple, d'où vient un œuf, aussi bête que ça puisse paraître. On leur explique aussi d'où ça vient, que ce soit sur l'œuf et sur tous les autres produits de façon générale. Voilà. Merci pour votre présentation. Bon, on voit déjà que ça remplit pleinement la mission qu'on a d'aller toucher les jeunes. Les jeunes, on les touche sur le terrain comme là avec le camion. On les touche aussi maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. TikTok, c'est quand même un réseau qui est plutôt jeune. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon voilà, c'est quand même une population plutôt jeune. Et donc, on a fait appel à Armand qui va nous dire un petit mot
voilà, qui s'engage avec nous pour la promotion des œufs sur les réseaux sociaux. Salut, moi c'est Armand. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce partenariat et ses objectifs. CNPO m'a contacté dernièrement pour faire des actions ensemble pour valoriser l'œuf et toutes ses qualités auprès des jeunes générations. Grâce à mes vidéos sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, le but de ces vidéos, c'est de faire des recettes simples, fun et gourmandes, et aussi de montrer aux jeunes qu'on peut travailler l'œuf en 1000 façons. On peut faire du sucré, du salé, on peut le travailler en entrée, en dessert, en plat, en petit apéritif, enfin voilà, en 1000 façons. Et surtout pour pas cher. Moi je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, je te montre comment faire des fluffy pancakes en moins de 5 minutes avec seulement 2 œufs. Tous les ingrédients, vous les trouvez en premier commentaire. On sépare les jaunes et les blancs. Sur le jaune, on rajoute du sucre, du lait et de la farine. Tu mélanges bien jusqu'à obtenir une bonne texture. À côté, on va venir monter nos blancs en neige bien fermes. Une fois bien montés, tout simplement, on vient les incorporer à notre mélange juste d'avant. Tu commences avec le fouet et tu termines avec la maryse tout doucement, histoire d'avoir une texture bien mousseuse. Pour la cuisson, on va venir huiler notre poêle et tu viens disposer ta pâte sur la poêle. Tu rajoutes quelques gouttes d'eau et on va venir laisser cuire avec le couvert pendant 4 à 5 minutes. Vous allez voir, ça va bien gonfler et là on les retourne. On laisse cuire à nouveau 4 à 5 minutes avec le couvert et tu débarrasses le tout. Pour mon petit déj, moi je préfère du miel, de la pistache et regardez-moi la texture. C'est hyper fluffy et c'est délicieux. Allez, je passe à la dégustation. Une bonne bouchée et c'est parti. Oh, j'adore la texture là. Non mais c'est trop bon, je te dis à la prochaine. Ciao, bye. Bon, vous avez compris pourquoi on a choisi Armand. Il est passionné par les œufs, il est hyper dynamique. Et on l'a déjà vu, alors il y a déjà 2 ou 3 vidéos qui sont sorties. Et celle-ci, les Fluffy Pancakes, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. J'ai eu plein d'amis qui me l'ont envoyé encore le week-end dernier. Elle a fait plus de 4 millions, alors même je crois qu'on est 4,5 millions de vues. C'est un succès. Voilà, donc c'est hyper bien pour nous de bosser aussi avec quelqu'un qui est motivé comme ça et qui a des idées recettes, comme il l'a dit, gourmandes, saines, pas chères et rapides surtout parce que c'est aussi un objectif de notre projet. Je vais laisser la parole à Jonathan pour le réseau Eurotalk Jeunes et les masterclass qui vont être mises en place justement dans les restaurants partenaires. Et voilà, qui a déjà un micro. Je vous laisse la parole. 1, 2. Alors, moi, Jonathan Charlois, je suis chef à Boulogne-Billancourt et aujourd'hui, j'interviens au titre d'Eurotalk Jeunes, une initiative très récente qui s'adresse aux jeunes se trouvant dans les formations initiales, dans les CFA, donc centres de formation d'apprentis, des métiers de bouche et les lycées hôteliers. Les responsables et professeurs de ces établissements sont d'ailleurs encouragés à nous rejoindre. Ils auront comme rôle d'être une courroie de transmission entre des professionnels en activité, c'est-à-dire nous, chefs, et leurs étudiants. Et notre rôle de chef Eurotalk aujourd'hui, c'est d'intervenir dans ces établissements accompagnés de producteurs, par exemple des producteurs d'œufs, pour proposer chaque saison des masterclass, ou plutôt partage de connaissances. Et dans le cadre de la journée de l'œuf qui se tiendra le vendredi 14 octobre, nombreux chefs animeront des masterclass autour de ce produit d'actualité, accessible à tous, car c'est à ce jour l'une des protéines les moins chères, comme on vous l'a répété plusieurs fois aujourd'hui. Pour moi, la traduction littérale de masterclass laisse à mon sens un lien de subordination un peu trop important. Le terme partage, transfert de connaissances et ou de compétences est plus approprié dans ce contexte. Car ces moments très précieux, où comme je viens de le dire, la hiérarchie, une fois effacée, désinhibe les élèves et libère leur parole pour créer un réel moment de dialogue, plutôt qu'une intervention magistrale qui est souvent chapeautée par un monologue du professeur ou du chef. Nous parlerons avec eux d'égal à égal, ce qui offre des échanges de qualité, un spectre d'action beaucoup plus large. Nous accéderons à un stade d'attention et de sensibilisation de ces élèves qui n'est pas atteint lors de cours standards. La considération que nous leur apportons dans ces moments privilégiés nous permet de passer des messages forts tels que aujourd'hui l'appartenance à une communauté qui place le produit au cœur de la philosophie de notre métier et par ricochet mettre en exergue l'importance fondamentale de leur binôme au quotidien auquel on ne pense que trop rarement, le producteur d'œufs également aujourd'hui. Ce producteur, lui, doit retrouver une place centrale dans notre métier de chef, car les enjeux, qu'ils soient environnementaux, économiques, sociétaux, socio-écologiques et même de santé publique, sont trop grands et importants aujourd'hui pour occulter l'importance et la qualité que doit prendre notre approvisionnement, notre sourcing. Nous devons nous rendre garants en tant que chef de la qualité de ce que nous servons, de la semence à l'assiette, en passant par la rémunération juste et équitable des producteurs.
Intégrer dès aujourd'hui dans ces débats, ces jeunes futurs chefs, c'est assurer la sauvegarde d'une philosophie de travail respectant chaque maillon de cette chaîne de valeurs communes. Ces jeunes sont aujourd'hui le demain de la gastronomie française et européenne, et en rejoignant cette grande famille Eurotalk Jeunes, nous leur assurons un mentorat de qualité au travers d'une charte de valeurs à laquelle nous adhérons toutes et tous, pour qu'à leur tour, eux, ils puissent aussi transmettre par la suite dans leurs établissements et auprès de leurs clients une passion, la cuisine respectueuse de qualité, de saison, avec des produits frais et transformés sur place. L'œuf, dans cette configuration, a une vraie place dans nos cuisines, car il est l'ingrédient avec lequel nous pouvons décliner à l'infini notre créativité à coût réduit, comme nous le montrait la vidéo TikTok. Eurotalk Jeunes, c'est aussi travailler et communiquer avec des nouveaux outils mis à notre disposition. Instagram, TikTok, on vient de le voir, et Facebook sont aujourd'hui des vecteurs de communication à fort potentiel de relais. Et impliquer les jeunes dans ces campagnes promotionnelles digitales, c'est les ancrer dans leur profession avec des outils de leur génération pour mettre en avant les valeurs de notre association. Et enfin, pour conclure, Eurotalk Jeunes, c'est la transmission sans filtre de plus de 35 ans d'engagement, d'initiative et de passion de chefs cuisiniers européens auprès de jeunes souhaitant eux aussi s'engager sans attendre dans un collectif soudé, motivé et engagé. Dans ce cadre, le partenariat de longue date avec le CNPO démontre l'importance de l'étroite collaboration qu'il doit y avoir aujourd'hui et qu'on doit développer entre producteurs et chefs. Et la petite phrase de fin, comme le slogan le dit, de l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, le temps passe, mais les œufs durent. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot très sympa vis-à-vis de notre filière et puis vis-à-vis des différents maillons. Effectivement, c'est aussi une des qualités de notre filière et un des enjeux, c'est le respect des différents maillons. La compréhension, c'est le rôle d'une interprofession, que tout le monde comprenne les métiers de chacun. Notamment quand on est au bout de la chaîne, c'est important, j'imagine, de comprendre comment les fournisseurs travaillent. Merci pour votre engagement. Dernier point également concernant notre logique, on va dire, on l'a décliné depuis le début, l'œuf produit anti-crise, l'œuf, la protéine animale la moins chère sur le marché, mais très cher aux yeux de l'ensemble des professionnels de la filière. Et vu que c'est un produit qui fait entrer des qualités professionnelles, un savoir-faire de la filière, l'objectif, c'est de ne pas le gaspiller, notamment en cette période de crise, mais de manière plus générale. Et c'est pour ça qu'on a pris contact récemment avec l'association Périfem, même qui sont venus vers nous plutôt, si je dois dire. Je vais laisser la parole à l'association pour qu'ils se présentent, qu'ils présentent leurs actions et puis qu'on dresse un petit peu les actions qu'on pourrait mener à l'avenir ensemble. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais être aussi drôle que Armand et chef précédent, mais on va rester en 3 minutes, ça sera quand même assez court. Donc, Périfem, on est la fédération technique de la distribution du commerce. On travaille sur les questions techniques des distributeurs, qui sont d'énergie, les questions d'environnement, les questions RSE, et notamment sur la question du gaspillage alimentaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. On va revenir là-dessus. Donc, on travaille sur ces typologies de sujets. On aide à décrypter les réglementations. On aide à faire bouger les lignes. On va le voir sur les œufs. On a fait bouger récemment, au mois de juin, une ligne qui était, pour certains, infranchissable. On a réussi à la franchir et on essaie d'impulser les pouvoirs publics sur certaines évolutions de réglementation. Voilà. S'il y a besoin, d'ailleurs, ma collaboratrice Christine Bourges sera là aussi, si vous avez besoin de répondre à des questions. Alors, le chiffre qui est quand même troublant, et que l'ADEME, qui est un chiffre de l'ADEME de 2016, c'est que entre la fourche et la fourchette, on a 30% des produits de l'alimentation qui sont gaspillés en France, sur l'ensemble de la chaîne. Alors, on la voit en dessous pour les œufs, mais au-delà des œufs, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, tous ensemble, on jette 30% de l'alimentation. C'est quand même énorme. Et donc, on essaie, à notre niveau, d'améliorer cela. Sur ces 30%, 15% sont, entre guillemets, gaspillés dans les magasins, 15%. La partie la plus importante, et ça, pas du tout pour jeter l'eau propre, puisqu'on est tous concernés, 30%, donc la plus grande part, c'est nous les consommateurs, dans la gestion de notre frigo, dans tout ce qu'on peut faire et les nécessaires recettes qu'on peut avoir, que vous aidez aussi à donner avec TikTok. Donc les 15% sur la partie des distributeurs, on y travaille, donc c'est un sujet à Périfem de lutte contre le gaspillage alimentaire. On a beaucoup travaillé sur les produits de gestion des dates de péremption. On a travaillé aussi sur les bonnes pratiques
sur les zones anti-gaspi, les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans les magasins, et notamment sur les œufs. Et sur les œufs, la ligne qu'on a fait bouger, que je citais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir, dorénavant de manière très claire, puisque la DGAL, la DGCCRF ont validé cela au mois de juin, nous pouvons, dans les zones anti-gaspi dorénavant, vendre des boîtes d'œufs incomplètes. Et donc, quand il y a une boîte d'œufs où il y a un œuf cassé ou fêlé ou deux, on peut enlever ces œufs-là et vendre dans la zone anti-gaspi cette boîte d'œufs. Donc ça, c'est un progrès important. C'est récent, ça date du mois de juin, donc vous ne l'avez pas encore vu forcément implémenté dans tous les magasins, mais on va aider à faire diffuser ça. Donc ça, c'est pour la partie des 15% de gaspillage dans les magasins, mais également, on va essayer, et je suis ravi du partenariat qu'on lance avec le CNPO, de travailler ensemble dans une action que l'on va faire concerter pour améliorer les 30 autres pourcents, en tout cas sur la partie des œufs, pour réduire au mieux possible le gaspillage alimentaire auprès des consommateurs. Donc voilà le dernier carré des 2% sur lesquels on va ensemble avancer à partir de maintenant. Merci beaucoup. Bon, vous le voyez, cette démarche, elle s'inscrit dans la continuité de la logique de notre filière qu'on a engagée depuis, j'ai envie de dire depuis 2016, mais depuis même déjà bien avant, mais depuis 2016, on est engagé dans une vraie transformation de la filière, et une filière qui est responsable. Et la responsabilité aussi, c'est que chacun des maillons ait des bonnes pratiques. Là, on vient d'en parler pour les consommateurs. Il faut bien avoir en tête que sur la partie production comme transformation, les 2% et 3%, effectivement, aujourd'hui, ils ne sont pas valorisés dans la consommation humaine, mais ils sont valorisés dans le pet food. Donc, tout ce qui est alimentation animale, c'est des produits qui ne peuvent pas aller dans les circuits d'alimentation. Il y a déjà des choses qui sont faites, et effectivement, on a toujours les 2% de la consommation à gagner. C'est quand même 150 millions d'œufs, donc il y a encore des efforts à tous les niveaux à réaliser. Merci pour votre intervention. Merci. Et je vais laisser la parole à Yves-Marie en mot de conclusion. Merci à tous. Merci Maxime aussi pour la qualité de la présentation. Alors voilà, on arrive au terme de cette première partie de conférence de presse. En quelques mots de conclusion, dans cette première conclusion, tout ça pour vous redire que l'œuf, c'est un aliment qui a un succès de produit anti-crise au cœur de l'actualité, en France et dans le monde. Un produit de base en cuisine, recette petit prix, sucrée, salée, simple ou créative. C'est aussi la protéine animale la moins chère du marché et facile à conserver, je crois que vous l'avez compris, et vous le saviez déjà de toute façon. Et c'est un aliment qui a aussi d'excellentes qualités nutritionnelles, adapté à l'équilibre alimentaire. Ensuite, vous redire que la filière française maintient le cap de ses engagements malgré les difficultés. Un engagement sur la souveraineté alimentaire. Un engagement pour être prêt à la fin de l'élimination des poussins mâles dès le 1er janvier 2023. Un engagement aussi sur le développement des élevages alternatifs en France, notamment avec aujourd'hui 2/3 des poules concernées. Et un engagement aussi sur œufs de France pour avoir une origine garantie plébiscitée par les Français. Voilà. Alors à l'occasion de la journée mondiale de l'œuf, on aura un œuf qui va sensibiliser les jeunes au manger bon, sain et abordable. Vous en avez eu 2 cas concrets là tout de suite. Et aussi, on aura un engagement en faveur de la lutte anti-gaspille avec Périfem. Voilà ce qu'on peut vous dire en résumé de cette conférence de presse.